Bonjour à toutes et bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce premier webinaire de la semaine. Alors nous sommes le lundi 13 novembre 2017. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. On commence tout de suite par l'avertissement les gars sur le risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte du capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, ce webinaire, comme vous le savez, ce sera un webinaire préparatif pour l'ensemble de la semaine. Alors, bien évidemment, nous allons voir s'il y a des configurations intéressantes pour la journée, mais voilà, on va prendre un peu plus de recul et s'axer un peu plus sur la semaine pour faire un plan de trading de la semaine tout simplement. Voilà, alors, ce matin, le yen progresse comme vous pouvez le voir avec le gold, le Nikkei forcément est sous pression. Alors, il y a déjà des prises de bénéfices depuis les 23 000 points et le yen qui progresse et donc ça fait pression. Voilà, donc on a deux facteurs qui viennent sanctionner le Nikkei ce matin. Forcément, on en avait parlé la semaine dernière, mais au vu de sa progression ces dernières semaines, eh bien, c'était assez normal que nous connaissions un recul assez important. C'est un petit peu une loi d'équilibre, hein, que vous savez. Donc, dès qu'on a une forte tendance haussière, nous aurons généralement, très généralement, un fort repli. Voilà. Donc, c'est un petit peu, tout est proportionnel. Hein. L'impulsion est un petit peu proportionnelle avec le prochain retracement, etc., etc. Alors, c'est pas une règle, hein, c'est pas une règle de base, mais voilà, c'est une observation que j'ai réalisée et qui est réaliste, hein, tout simplement. Voilà, alors, le Hang Seng plus 0,36%, le MSCI Pacifique, on peut voir en léger recul. Alors on regarde le calendrier économique de la journée, mais ce qui va nous intéresser plutôt c'est le calendrier économique de euh, pardon de la semaine. Alors nous aurons des chiffres chinois qui vont être publiés, sinon on a le prix du logement qui a été publié en GBP, vous voyez qu'on n'a pas grand chose. Nous aurons le gouverneur de la BOJ Kuroda qui s'exprimera depuis Zurich à 18h45 heure française et ensuite enfin la déclaration budgétaire mensuelle aux États-Unis, excusez-moi. Donc voilà, pas vraiment d'annonce ce lundi, comme tous les lundis concrètement. Alors on regarde le calendrier de la semaine. Mardi, ça va être un petit peu plus intéressant. Nous aurons le matin à 8h, le PIB allemand viendra à 10h30. L'inflation du Royaume-Uni. Et vous savez qu'elle est très très importante et elle est attendue, vous voyez, en hausse à 3,1%. Et c'est en plus de cela la sous-jacente. Vous voyez, c'est pas vraiment le pétrole. Puisque vous voyez, hors essence et produits alimentaires, on a ce 1 point de base qui revient également. Donc en fait, ce un point de base qu'on retrouve à l'inflation classique, elle est en fait depuis la sous-jacente. Donc c'est pas venant du pétrole, ça veut dire que eh bien on a différents facteurs. Donc c'est hors essence, mais ça peut être de l'énergie. On a les produits alimentaires, on a le tabac. Donc on n'a pas les produits alimentaires, excusez-moi. Donc on a l'énergie d'une façon globale hors essence. Nous aurons le tabac, l'alcool et on aura également la devise qui va faire fluctuer les prix. Voilà. Donc c'est un de ces facteurs-là ou c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui vient faire remonter encore une fois cette inflation. Nous aurons un discours de Yellen, Draghi, Kuroda, donc enfin et Carney, les quatre plus grandes banques centrales du monde, depuis Francfort. Voilà, donc généralement, alors je ne sais plus, je pense que c'est tous les trimestres, ils se retrouvent. Bon, il n'y a pas vraiment de date, mais ils se retrouvent quelque part dans une des quatre régions, hein, soit Royaume-Uni, soit Japon, soit zone euro ou soit aux États-Unis pour faire un discours. Euh, voilà, donc nous aurons ce discours à 11h demain qui sera assez intéressant, accompagné du PIB de la zone euro. Mercredi, l'inflation américaine. Et ensuite, donc jeudi, un discours de Mark Carney. Et vendredi, l'inflation canadienne. Voilà, donc ce sera plutôt ce mardi qui sera particulièrement intéressant cette semaine. Alors bonjour à vous Didier, j'espère que vous allez bien. Frédéric, que je salue également, alors Frédéric Balb et Frédéric Serna, alors bonjour à tous les deux. Catherine, bien le bonjour à vous. Nicole, bonjour et bonne journée à vous aussi, merci. Pouvez-vous m'expliquer la chute vendredi à 17h de 10 $ sur le gold? Peut-on voir la livre et la UD? Très bien, avec ID Trading, oui. Philippe, bonjour. Franck, voilà. Bien le bonjour à toutes et à tous. Alors on passe sur la plateforme. Alors je voulais commencer
ce petit point de marché pour vous parler, enfin, pour faire une analyse technique que du Bitcoin. Donc on l'avait vu ça ensemble, hein, cette configuration-là. Si on ne l'a pas vu ensemble, j'avais écrit un article la semaine dernière et en plus de ça dans le webinaire spécial Bitcoin, nous l'avions vu. Et donc vous pouvez voir que voilà, sur une échelle logarithmique, bien évidemment, le Bitcoin est compris dans un canal haussier. On avait pu remarquer que eh bien les deux précédents retracements à l'intérieur de ce canal eh bien étaient de l'ordre de 40%. Vous voyez, moins 39,93, moins 39,68. Et là, si on reporte cette dernière flèche, donc de 40%, hein, eh bien on arrive à un pullback au précédent plus haut. Donc en fin de compte à 5000 $. Et c'est probablement ce qui va être vu. Donc vous avez pu voir que cette semaine, eh bien cette semaine, ce week-end, le Bitcoin s'est déprécié de 20% quasiment. Donc il est passé de 7000 à 5005. Ce qui est assez important. Alors on a un rebond technique ce matin, mais voilà, il va très probablement revenir en bas de ce canal. Et s'il revient en bas de ce canal, eh bien ce sera, d'un point de vue de l'analyse technique, une opportunité pour passer à l'achat. Voilà. En tout cas, tant que le cours se situe dans ce canal haussier, pas d'inquiétude sur la tendance haussière. Voilà. On peut avoir des, euh, des comment dire, des informations comme quoi la bulle est en train d'exploser sur le Bitcoin, etc., etc. C'est un petit peu la même chose que nous avions retrouvé en début septembre et au début de l'été. Voilà, donc pas vraiment d'inquiétude tant que le Bitcoin se situe dans ce canal aussi. Donc on n'est pas là pour faire un webinaire spécial Bitcoin, mais cette baisse du Bitcoin est au bénéfice du Bitcoin Cash qui, comme vous pouvez le voir, a eh bien vraiment explosé hein, depuis la semaine dernière. Depuis la semaine dernière, il a pris 500%. Bah, 500% et depuis hier, donc il se replie de 40. Bref. Alors depuis le point bas, il prend 300%. Donc c'est quand même assez intéressant. On va pas parler en détail du Bitcoin Cash, mais si vous voulez en savoir plus, j'écrirai un article cette semaine dessus. Donc voilà. Alors, on passe dans le vif du sujet. Le DXY. DXY est toujours à l'équilibre. On peut voir qu'il n'y a pas vraiment de direction. On est en consolidation depuis maintenant 2-3 semaines, depuis le début du mois de novembre hein, concrètement. Donc voilà, on se situe sous la résistance à 94,71 qui n'a pas été dépassée. Alors cette résistance-là, c'est une résistance mensuelle, c'est une clôture mensuelle, donc c'est une résistance importante. Voilà. Donc on peut voir qu'il se situe entre la ligne de coup à 94 et cette résistance à 94,71. Tant qu'il se situe là-dedans, ce DXY, eh bien on va trouver des paires majeures concrètement sans réelle direction. Voilà, on regarde l'euro-dollar, vous voyez que c'est en consolidation. À noter que si l'euro-dollar vient toucher cette oblique baissière, ce sera une opportunité pour passer à la vente, d'un point de vue technique, passer à la vente et chercher les 1,15, puis la moyenne mobile à 200 jours, et voire même plus bas. Mais voilà, il faut y aller petit à petit. Donc si l'euro-dollar vient prendre, vient toucher le haut de ce canal haussier, de ce drapeau, pardon, drapeau de canal haussier, excusez-moi, canal baissier, mais c'est plus un drapeau, hein. Comme vous pouvez voir, on a un canal ici, le drapeau, et on va peut-être avoir un nouveau canal. Une reprise du canal haussier, pardon. Donc si le cours vient en haut de ce drapeau, ce sera une opportunité pour passer à la vente et viser au moins les 1,15. Le GBP c'est pareil, consolidation. Consolidation, ce matin le cours est en train de tester cette oblique. Si il vient casser cette oblique, ce sera un signal baissier direction les 1,30. Et 1,30, attention, ne pas vendre sous les 1,30, en tout cas tant qu'on n'a pas la cassure. Tant qu'on n'a pas la cassure de ce large support, pardon, qui coïncide entre un pivot mensuel, la moyenne mobile à 200 jours et le seuil psychologique, tant qu'on n'a pas une réelle cassure et une clôture en dessous de ce pivot, il faudra s'abstenir de passer à la vente. En tout cas, c'est mon opinion. Voilà, donc tant que le cours se situe au-dessus de ce support, c'est stratégie haussière, direction cette oblique, tout simplement. Le NZD USD, alors 0,70, est-ce que nous oublions les 0,70? Non, pas encore. Je vous rappelle que le dollar étant dollar USD hein, est en consolidation, donc tout peut arriver. Tout peut arriver encore sur l'NZD. La UD c'est pareil, consolidation, vous pouvez voir. L'objectif baissier reste le même. Pourquoi baissier sur la UD? Tout simplement parce que je suis baissier sur le gold. Et en plus, les perspectives des taux de la RBA sont inchangées, au moins jusqu'au premier semestre 2018. Alors que on aura probablement une nouvelle hausse des taux, donc en décembre, pour la Fed, et en juin prochain. Voilà, donc pour ce qui est de la UD-USD,
d'un point de vue des politiques monétaires, je reste baissier sur celle-ci. Et d'un point de vue d'analyse technique, on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50. On regarde le graphique hebdomadaire. Graphique hebdomadaire, vous pouvez voir qu'on est repassé en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Nous sommes actuellement en train de trouver un niveau de support entre cette résistance à 0,7667 et cette moyenne mobile à 50 semaines. Voilà, donc dès qu'il y aura la cassure, ça sera un nouveau signal baissier, direction ce niveau de prix. 0,7425. Voilà, donc moi je suis baissier d'un point de vue technique et d'un point de vue de l'analyse fondamentale sur la paire AUD-USD. Et en plus de ça, le cours de l'or devrait enfoncer le clou, étant donné que j'ai une perspective plutôt baissière sur celui-ci. Alors pourquoi, alors je vais répondre, étant donné que nous parlons de gold, je vais répondre à votre question, Nicole, pourquoi la chute de l'or vendredi à 17h de 10 $? Alors nous allons voir ça ensemble. Alors écoutez, concrètement, il n'y a pas vraiment d'explication sur celui-ci, hein, sur cette baisse de 10 $. Bon, on avait un DXY pourtant qui était, on va le voir, mais vendredi, on n'a pas eu de mouvement excessif. Non, on n'a rien eu. Prise de bénéfice. Alors, laissez-moi regarder, nous étions quel vendredi? Non. Alors, c'est peut-être l'expiration d'un contrat futur, je suis pas certain. Euh, Pas vraiment en tout cas d'explication fondamentale, hein, là-dessus, sur cette baisse de l'or. En tout cas, ça respecte concrètement notre objectif, notre scénario, qui était un short à 1283, short 1283, direction le bas, cette moyenne mobile à 200 jours. Voilà. Donc, l'objectif, il reste le même, c'est 1270, 1271. C'est cette oblique-là, c'est cette moyenne mobile qu'il faut aller chercher. Voilà, donc cette baisse, hein, du cours de l'or, je vais m'enseigner, mais concrètement, de par mes informations et ce que j'ai lu, analysé, etc., il n'y a pas d'explication sur cette baisse. En tout cas, il n'y a pas d'explication fondamentale sur cette baisse du cours de l'or. Alors, on a peut-être l'indice de confiance du Michigan de la semaine dernière. Alors, laissez-moi vérifier. 17h, ça coïnciderait peut-être avec indice de confiance, donc 16h heure française. Non, pourtant 96,8, 97,8. Alors c'est le prévision, c'est le prévisionnel, donc pas d'inquiétude là-dessus. Donc alors on va voir ça ensemble. Alors 16h, donc moi je suis en GMT ici, je suis pas en heure française, donc je suis c'est-à-dire qu'il était 17h heure française, donc une heure de plus que l'indice de confiance du Michigan. Alors ça ressemble beaucoup à une expiration d'un contrat. Maintenant, tout reste à valider. Voilà, je vais me renseigner, je vous tiendrai au courant, Catherine. Dès que j'ai la réponse, je vous enverrai un petit mail là-dessus. Voilà. L'USD CAD. L'USD CAD, on a une reprise légèrement haussière. Alors, de part, surtout la baisse du pétrole. Hein. Vous voyez que la baisse du pétrole, elle coïncide avec cette hausse de l'USD CAD. Donc voilà, pas vraiment de momentum. Encore une fois, le pétrole, on peut voir qu'il a des très très faibles chandeliers, à image également du DXY. Donc forcément, le cocktail des deux, ça fait un USD CAD sans réel momentum. Mais ma conviction reste haussière. Je pense que le pétrole a atteint un bon niveau de prix et qu'un retracement est nécessaire pour une reprise de tendance haussière. S'il y en a une, du moins, il faudra un retracement. Donc retracement jusqu'à 55 $. Pour moi, ça me semble assez évident comme cela. Regardez le RSI qui commence à s'orienter petit à petit à la baisse. Donc voilà, je ne serais pas surpris si le WTI revient à 55 $. Et une fois qu'il sera revenu, peut-être qu'on aura une reprise haussière. Mais voilà, je vous rappelle qu'à la fin du mois, nous avons l'OPEP qui se réunit pour discuter, hein, du cartel. Pourquoi pas, en tout cas c'est ce que le marché price, pourquoi pas un nouveau gel de la production. Donc d'ici la fin du mois, je pense que le pétrole devrait être en consolidation, voire même en prise de bénéfice. En tout cas, ça me semble peu probable qu'on ait une hausse du pétrole d'ici la fin du mois. Donc le CAD, j'ai plutôt une perspective mitigée d'ici la fin du mois, ce qui pourrait permettre à l'USD CAD de progresser.
Enfin, l'USD s'achève, voilà, achat en bas de ce range, direction la parité, puis le haut du range à court terme. Et l'USD Yen, bon, l'USD Yen, on a une reprise du Yen ce matin, on l'a vu, donc ça fait pression sur dollar US. Bon, on peut voir que l'USD Yen est venu tester ce niveau de support ce matin, enfin cette nuit, à 113,36. Moi, j'ai pas vraiment de conviction sur l'USD Yen à court terme. Comme je l'ai dit la semaine dernière, si on a un retour sur ce support à 112,40, ce serait une opportunité pour passer à l'achat. Euh, alors, on va regarder un petit peu le JBP avec l'inflation de demain. Le GBP, alors on avait parlé du GBP Yen la semaine dernière. GBP Yen, on avait une stratégie haussière. Alors, elle est toujours d'actualité. Ce n'est pas parce qu'on a un petit repli que voilà, elle est annulée. Cependant, on peut voir que le cours est en train de tester cette oblique haussière. Moi personnellement, ça ne m'inquiète pas plus que cela, dans le sens que, eh bien, faut pas oublier que on a une divergence monétaire, de politique monétaire entre la BOJ et la BOE. Voilà. Donc l'inflation de demain pourrait en tout cas faire payer la livre sterling dans l'optique d'une nouvelle hausse des taux, même s'il n'y en aura pas une à court terme, hein, ça me semble peu probable que la BOE remonte ses taux comme l'a fait la Banque du Canada cet été. Donc voilà, elle devrait y aller petit à petit. Une hausse des taux tous les 6 mois semble un rythme plutôt que la BOE, que la Banque d'Angleterre pourrait voilà adopter, mais probablement pas une hausse des taux tous les 2 ou 3 mois. Ça me semble un petit peu trop soutenu au vu de la faible croissance que nous avons, enfin de la faible croissance, de la fragile croissance. C'est plutôt ce terme-là qui est adapté à l'économie britannique. Voilà, donc pour moi, la GBP Yen, bon, ce repli ne m'inquiète pas plus que cela. Au contraire, ceux qui ne sont pas rentrés à l'achat sur la GBP Yen, attendez pourquoi pas un retour sur ce niveau de support et voilà, ça pourrait être encore plus intéressant. Voilà. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, d'un point de vue fondamental, ce n'est pas parce qu'on casse cette oblique haussière que la stratégie haussière est remise en cause. Regardez un petit peu, on avait bien une excursion en dessous, et pourtant, ça avait permis au cours du GBP Yen de marquer un nouveau plus haut annuel. Voilà, donc pas d'inquiétude, même si on a cette cassure de cette oblique, bon, c'est juste pour matérialiser la tendance haussière qui, dans le fond, eh bien, on peut voir qu'elle est clairement quant à la hausse, on a des points bas qui sont de plus en plus hauts. Voilà, faut bien garder cela à l'esprit. Voilà, on a ce point-là, point bas de plus en plus haut. Voilà, nous avons des points bas de plus en plus haut, des points hauts également alors, légèrement de plus en plus haut, mais on peut voir quand même on a une tendance qui est haussière. Donc, bon, c'est simplement un problème de timing que nous avons là. Dommage. Dommage. Bon, après, le GBP Yen, il me semble qu'on avait ou GBP Yen ou GBP CHF, je me souviens plus exactement. Bref, on avait déjà, dans ces GBP Yen, ici, on avait pu exploiter cette hausse. Mais bon, ce n'est pas grave si on a ce problème de timing là. GBP CHF. Pareil. Bon, GBP CHF c'était donné en même temps que le GBP Yen. On a un petit peu, on peut voir sur les indices, sur les marchés actions. Hein. Si vous regardez les marchés actions, on n'a pas des nouveaux records qui ont été marqués la semaine dernière. Voilà, donc on avait plutôt une prise de bénéfices la semaine dernière. Donc le yen, le CHF, c'était pas des devises extrêmement vendues, c'était plutôt des devises légèrement achetées en termes de couverture. Voilà, c'était une stratégie de couverture qu'on avait la semaine dernière. Donc voilà, on avait du yen, du CHF qui faisait un petit peu pression sur nos stratégies. Encore une fois, problème de timing. Mais voilà, GBP yen, GBP CHF, ça reste haussier. À l'image de l'USD yen, l'USD CHF. Bon, je n'ai pas réellement d'inquiétude, même si voilà, ça aurait été beaucoup mieux si on avait des impulsions haussières. Mais bon, ça fait partie du jeu, on paye les retracements, pas forcément au meilleur point d'entrée, mais comme vous savez, si on est à la recherche de meilleurs points d'entrée, c'est peu probable que nous rentrons sur le marché, ou alors en retard. Bref, sur les marchés actions, comme vous pouvez le voir, donc la semaine dernière, nous sommes en journalier, la semaine dernière, on a eu des prises de bénéfices, que ce soit sur l'Eurostox ou sur le Dow Jones. Regardez le Dow. Ah,
Voilà, Dow Jones, on peut voir qu'on a eu une petite prise de bénéfice, on n'a pas eu de nouveau record. Donc voilà, marché, action en prise de bénéfice. Pour le footy, c'est pareil, le MIB. Et pourtant, le MIB, on peut voir qu'il a bien progressé, qui va bientôt enfin rattraper ses records, ses niveaux de 2000, de l'été 2015, qui sont à 24 000 points. Donc là, il s'y rapproche fortement. Mais donc voilà, on a vraiment des marchés actions, les marchés qui étaient en prise de bénéfice la semaine dernière, qui étaient à la recherche de diversification plutôt que de risque. Donc voilà, l'Eurostoxx, plutôt en sentiment neutre ce matin. On a le Nikkei qui a reculé, le Hang Seng Index qui a progressé. Voilà, on n'a pas vraiment de direction. On a peu de catalyseurs qui pourraient soutenir la hausse ce matin, mis à part la baisse de l'euro. Mais je ne vois pas comment il pourrait avoir une baisse de l'euro ce matin, étant donné que nous n'avons pas vraiment d'annonce économique majeure de la zone euro. Par contre, demain, entre PIB allemand et l'indice ZOO, demain, on devrait avoir, j'espère en tout cas, une direction, un momentum. Voilà. Donc l'Eurostoxx, les marchés actions, je pense que aujourd'hui, ils vont être plutôt à plat. On a un support à 3593 points qui est, j'ai envie de dire, payable pour l'Eurostoxx. Pour le DAX, c'est ce niveau 23,6% de retracement de Fibonacci, donc actuellement 13 140 qui est entre guillemets payable pour pas beaucoup, hein. Il va pas avoir beaucoup de momentum. Si je vous parle d'un trader, c'est vraiment une dizaine de points, pas plus, hein. Et le CAC, donc le CAC, c'est cette moyenne mobile à 50 jours. Alors bonjour à tous, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bonjour à vous tous. N'hésitez pas à poser des questions à ce webinaire. Honnêtement, aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup d'annonces économiques. Il y a peu de momentum, donc on va prendre un petit peu plus de temps pour voilà répondre à votre question, pour que je réponde à votre question, pour faire un point sur la semaine. À quand une rentrée baissière sur le Nikkei? Le RSI se rapproche de 50. Oui, le RSI s'approche de 50. Donc voilà, la divergence baissière est presque validée. Et si elle est validée, pour moi, c'est direction 38,2. Voilà, c'est ce retracement de 38,2 qui m'intéressera. Donc voilà, c'est un petit peu frustrant de voir cette baisse et de se dire que la divergence baissière n'est pas encore valide, mais bon, ça fait partie du plan de trading. Si vous voulez rentrer maintenant, allez-y, mais euh, pour moi, ça respecte pas mon signal de vente. Maintenant, voilà, on s'y rapproche, mais sachez que bon, c'est pas parce que le RSI s'approche fortement de 50 qu'il va le casser, à l'image de ce qu'on avait ici. Vous voyez que 50, le RSI avait rebondi dessus. Donc voilà, maintenant c'est à vous de voir. Si c'est assez frustrant, je vous l'accorde, même pour moi, hein, de voir ce Nikkei baisser et que la divergence baissière n'est pas encore techniquement validée. C'est un petit peu frustrant, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu entre guillemets, ça fait partie du plan de trading. Donc de toute façon, si la divergence baissière est validée, il faudra mettre un stop au-dessus de ce récent plus haut. Pas tout en haut, mais celui-ci. Parce que sinon, nous aurons un ratio risque-rendement qui sera pas du tout intéressant. Imaginons déjà si on rentre à ce niveau de prix, d'accord? Stop de 692 à 700 points pour aller chercher 650. Vous voyez que c'est pas vraiment très intéressant. Alors que si on rentre à ce niveau de prix, bon, environ, hein, on met un stop à 400 et on vient chercher 650, voilà. Bon, 700, pardon. 700. Donc là, on a un ratio quand même qui est beaucoup plus intéressant. Stratégie du jour selon vous? Eh bien écoutez, Frédéric, comme vous l'aurez compris, malheureusement, au vu du momentum que nous avons, stratégie du jour, c'est un petit peu compliqué, hein, de vous donner une stratégie pour voir que les marchés sont pas vraiment de direction ce matin, en tout cas sur le FX. Alors si on devait trouver la devise la plus haussière et la plus baissière, la plus haussière, nous avons chez BPUSD, ça me semble peut-être la plus NZD Yen. Alors GBP, alors GBP Yen ou NZD Yen. NZD Yen plutôt.
NZD Yen, voilà, c'est peut-être après NZD Yen, c'est deux devises qui sont tradées pendant la nuit, donc le momentum n'est pas très important. Bon, bah, GBP Yen, hein, mis à part celle-là, en intraday, ça me semble la devise la plus baissière, celle avec le plus de momentum, moins 0,44, moins 0,44%, excusez-moi. Donc voilà. PGBP, c'est une devise qui est tradée encore aujourd'hui, enfin pendant la séance européenne. Donc voilà, pourquoi pas un aller à 148,30 à court terme, donc ça fait 25 points, 25 pips. Voilà, après c'est vraiment très court terme, comme vous le savez, j'ai toujours mon opinion haussier au vu des politiques monétaires et au vu de l'analyse technique. Bonjour, le DAX est-il baissier comme la semaine dernière? Alors, tout va dépendre de Wall Street aujourd'hui. Tout va dépendre de Wall Street, c'est les marchés actions américains qui vont donner le rythme. C'est eux qui ont donné le rythme la semaine dernière. Je vous rappelle que ce qui a justifié la baisse des marchés actions la semaine dernière, c'est la réforme fiscale US. C'est la réforme fiscale américaine, excusez-moi. Donc le Sénat tablerait pour une mise en place de celle-ci, de la baisse des impôts, hein, de la réforme fiscale, mais de façon progressive. Alors que le marché, comme vous le savez, le fameux le bull Trump, donc le rallye haussier depuis un an sur les marchés actions américains est alimenté par cette réforme fiscale. Cette réforme fiscale, a priori, surtout la baisse des impôts des entreprises qui table actuellement qui est de 35% et qui pourrait être de 20% selon le texte de la Maison Blanche. Donc, a priori, cette baisse de la fiscalité des entreprises serait mise en place progressivement. Voilà. Donc ça a déçu le marché. Et c'est ça qui a entraîné tous les marchés actions à la baisse. Voilà, c'est une déception. Parce que cette hausse du S&P 500, bon, bien évidemment, on a l'amélioration des indicateurs économiques, etc., etc. On a des entreprises américaines qui font de plus en plus de bénéfices, qui dépassent des estimations. Bon, on a un tas de raisons qui justifient. Mais l'élément qui a déclenché le rallye haussier il y a un an, c'était l'élection de Donald Trump qui a été entre guillemets, une interprétée comme bon par les marchés, en tout cas, grâce surtout à cette réforme fiscale. Voilà, c'est cette réforme fiscale qui a été payée et qui était encore payée il y a 2 semaines. Voilà. Maintenant, voilà, elle n'est pas, voilà, c'est une phase de respiration. Et au contraire, faut mieux voir ça comme une opportunité plutôt qu'une menace. Voilà, donc tout va dépendre de la réforme fiscale, encore une fois, cette semaine. Donc difficile à vous dire si cette semaine le DAX va rebondir ou pas. Si on a un Sénat qui en fait semble plutôt confiant sur la réforme fiscale, parce que attention, cette réforme n'a pas été votée encore. C'est simplement que la mise en place pourrait être retardée. Voilà, on n'a que eu cette information là. Donc voilà, on a encore le fait est-ce qu'elle va être votée, est-ce qu'elle va être passée, etc. Donc on a encore pas mal de choses que cette réforme fiscale peut nous réserver sur les marchés, pas mal de stratégies. Maintenant, c'est des stratégies qui vont être assez, comment dire, qui vont pas être très anticipables, hein, malheureusement, parce que, bah, comme vous le savez, la baisse n'était pas vraiment, on pouvait pas vraiment la prévoir, à part d'un point de vue technique, parce que le RSI était à des niveaux très très importants, mais voilà, personne n'avait pu anticiper cette baisse importante, aussi importante, des marchés actions, que ce soit européens ou américains. Voilà, donc bref, tout va dépendre de la réforme fiscale, encore une fois, cette semaine. Donc, difficile de vous dire si ça va être haussier ou baissier, je ne suis pas au Sénat américain, comme vous le savez, donc voilà. Soyons prudents, c'est la meilleure stratégie que je peux vous donner. Soyez prudents sur les marchés actions, à court terme. Voilà, à moyen long terme, je pense que le billet reste haussier, voilà, à part si la réforme fiscale n'est pas votée, dans ce cas-là, ça serait très très inquiétant pour les marchés actions, parce que, bah, comme je vous l'ai dit, hein, la hausse des marchés actions, c'est dû à pas mal de facteurs, mais en partie par cette réforme fiscale. Donc, s'il n'y a plus de réforme fiscale, il n'y aura plus vraiment de justification, en tout cas d'aussi importante justification de Wall Street et des marchés actions européens, mais surtout Wall Street. Hein. C'est Wall Street qui retracerait en premier. Voilà, donc, bah écoutez, voilà, moi je n'ai pas grand chose à rajouter, hein. Comme vous savez, hein, et comme vous l'avez vu, il n'y a pas vraiment de momentum ce matin, l'image de tous les lundis. Donc voilà, écoutez, je reste
disponible sur Twitter si vous avez des questions. Je reste disponible sur Twitter également pour si je trouve des stratégies, hein. Et en attendant, rendez-vous sur le site dailyfx.fr pour davantage d'actualités. Merci à vous pour votre attention et excellente journée et à demain.